Si tu avais un conseil à donner à ton younger self, 20 ans plus tôt, si tu avais à refaire quelque chose, ce serait quoi? Oh là là, ça alors c'est même ça c'est que des questions lourdes parce que ouais, en 20 ans il y a beaucoup de choses qu'on apprend. Oui. Il y a beaucoup de choses qu'on apprend par l'expérience, il y a beaucoup de choses qui changent et aussi juste par l'âge. Oui. Je crois que le conseil que je donnerais au young me ou à tout jeune qui arrive au Canada, c'est de ne pas être prisonnier de son passé. Guy Hamel, laisse-moi un peu le blablabla là. Terre à terre, je viens d'arriver, j'ai fait mes 5 ans à l'université. Après avoir transpiré pour obtenir mon diplôme, tu me dis quoi? Dès que je mets les pieds au Canada, je jette mon diplôme. Je dis pas plus, je vais d'abord le laisser se présenter. Aujourd'hui, j'ai avec moi Guy Hamel qui vient tout droit d'Ottawa pour partager son expérience sur ma chaîne. Alors, bonsoir Guy Hamel. Bonsoir Marie-Agnès. Comment tu vas? Je vais très bien et merci de m'inviter dans ta chaîne. D'accord. Ben, Guy Hamel, tu vas te présenter et dire en 2-3 mots ce que tu fais au Canada, depuis combien de temps tu es au Canada. Ben, je te laisse te présenter. Et ben, c'est une question relativement difficile parce que à un certain âge, c'est difficile de parler de soi, de se présenter. C'est souvent beaucoup plus facile pour les autres de parler des autres. Mais je dirais peut-être en commençant par dire que je suis un père de famille, je suis un mari. Professionnellement, disons que j'ai une formation d'hydrogéologue, mais présentement, je travaille pour le gouvernement fédéral du Canada. Je n'exerce plus le métier d'hydrogéologue, je suis plus dans la gestion maintenant. Donc voilà, et à mes heures perdues, je suis écrivain. J'ai publié quelques livres, j'ai déjà publié 3 ouvrages. Donc voilà, disons qu'en quelques mots, à peu près comment je me présenterai. Et je dirais peut-être que avant de déménager à Ottawa, j'ai quand même vécu à Edmonton pendant relativement longtemps. OK. Ouais, je fais partie des membres fondateurs de l'association des Camerounais d'Edmonton, Oui. dont j'étais le premier président par ailleurs. Donc voilà, c'est un peu ça. OK. Ben, Guy Hamel, merci beaucoup pour ton introduction. Ce que nous retenons, c'est que Guy Hamel est un père de famille, il est hydrogéologue de formation et il a vécu à Edmonton pendant beaucoup d'années. Alors, Guy Hamel, ce que tu as oublié de nous dire, c'est des détails par rapport à d'où tu venais avant d'arriver à Edmonton. Combien de temps est-ce que tu as passé au Canada et ce que tu faisais à Edmonton avant de déménager à Ottawa? Ouais, c'est aussi une question complexe. Bon, j'ai vécu près d'une vingtaine d'années, presque 18 ans, ouais, 18 ans à Edmonton avant d'aller à Ottawa, en venant en provenance de l'Allemagne. Et avant d'aller en Allemagne, évidemment, je suis né, j'ai grandi au Cameroun, où j'ai fait une première partie de mes études jusqu'à la licence. Et donc, j'ai fait des études en géologie. Et j'ai travaillé au Cameroun pendant quelques années dans une organisation qui s'appelait IRFF, donc International Relief Friendship Foundation, qui faisait des adductions d'eau rurale. Et donc, au bout d'un certain temps, comme cette compagnie faisait venir beaucoup de professionnels des États-Unis, ils ont décidé de former des locaux. Donc, je faisais partie du lot de professionnels qu'on a décidé de former au Cameroun. Donc, voilà, il y a un lot qui est allé en Hollande et moi, je faisais partie du lot qui est allé en Allemagne. Mais malheureusement, entre-temps, la compagnie a fermé. La compagnie n'a pas fermé parce que c'était un organisme des Nations Unies, mais à cause des problèmes, je crois, de corruption, les Nations Unies ont décidé de déménager les entreprises qu'elles finançaient pour d'autres pays d'Afrique. Je crois que la nôtre a été relocalisée en Côte d'Ivoire. Donc, du coup, je n'avais plus de travail au retour au Cameroun. Oui. Ce qui fait que j'ai donc commencé à chercher ce que je pouvais faire d'autre et entre-temps, j'ai engagé le processus d'immigration pour le Canada. Donc, je suis arrivé au Canada et je me suis installé directement à Edmonton, où j'ai d'abord exercé comme consultant avant de joindre la fonction publique. D'accord. Ben, Guy Hamel, si je t'ai posé la question, c'est pour qu'on se mette un peu dans le contexte. Parce que je voulais faire ressortir le fait que
tu as non seulement vécu en Allemagne où tu as fait une partie de tes études, ensuite tu es venu au Canada où tu as déjà passé suffisamment de temps, presque une vingtaine d'années, ce qui te donne la légitimité de parler du Québec, du Canada, de l'Alberta et un peu de l'Ontario. Et autre chose, étant professionnel, parce que nous avons reçu pas mal de professionnels ici sur ma chaîne, ce n'est pas pour qu'on peut-être retrace ton parcours d'hydrogéologue, mais juste pour que les abonnés qui ont fait dans ce que tu as fait dans l'hydrogéologie aient une idée de ce qu'ils peuvent faire ici au Canada, parce que beaucoup n'ont pas idée des secteurs d'activité, des domaines où est-ce qu'on peut s'intégrer en tant qu'hydrogéologue. On ne va pas faire ton parcours, mais juste pour ceux qui ont fait le même type de formation que toi, un nouvel arrivant qui est hydrogéologue, comment est-ce qu'il s'intègre? Où est-ce qu'il peut, par où est-ce qu'il commence? Ouais. Très brièvement, on ne... D'accord, non, c'est une très bonne question. Et puis, voilà. Bon, à la base, je suis géologue, donc ça vaut autant pour les géologues que pour les hydrogéologues. Oui. Je crois que le fait d'être venu à Edmonton, ou disons en Alberta directement, c'était quand même l'endroit où il fallait être parce qu'à l'époque, il y avait quand même un boom économique dans le domaine pétrolier. Donc, ce qui fait que les géologues et les hydrogéologues quand même étaient assez recherchés. Et bon, moi, étant hydrogéologue, je me suis orienté plus dans le domaine de l'environnement parce que malgré tout, l'Alberta à l'époque, enfin pas à l'époque, mais maintenant, géographiquement, ne serait-ce que parlant, c'est une très grande province, une très vaste province. Et étant donné, comme je le disais, au Cameroun, j'ai travaillé dans les domaines d'adduction d'eau en zone rurale, il y a beaucoup d'endroits où on a besoin de ces compagnies qui vont faire des forages pétroliers dans des endroits reculés où il n'y a pas de réseau d'eau municipale. Ils ont besoin d'eau, ils ont besoin de puits, ils ont besoin de quelqu'un qui va faire des essais de pompage, leur dire quelle quantité d'eau il y a. Si vous causez avec des employés de compagnies pétrolières, ils vont en général vous dire qu'ils ne sont pas dans le business du pétrole, mais dans le business de l'eau. Parce que s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de pétrole. Surtout donc, celui de l'Alberta. Absolument, voilà. Parce qu'il faut creuser, après il faut traiter le pétrole, il faut l'extraire. Et on a besoin d'eau. Et c'est pas l'eau de la municipalité qu'on utilise. C'est en général des eaux de forage. Donc, il faut faire des puits, il faut faire des évaluations. Et si on n'a pas assez d'eau, on ne peut pas le travailler. Donc, il faut vraiment prouver qu'il y a la ressource en eau, en plus de la ressource en pétrole pour que le projet soit viable. Donc, c'est ce que j'ai fait dès le début. Et c'est ce qui se fait toujours parce que il faut se comprendre que il y a pas, les hydrogéologues ne courent pas les rues d'ailleurs pour commencer. Et ceux qu'on a aiment rester en ville. Donc, moi, j'étais arrivé avec, voilà, la fougue du débutant. J'étais prêt à aller n'importe où, ce qui fait que j'étais quand même assez recherché. J'avais une compagnie qui m'envoyait partout. Mes collègues, ils préféraient travailler en ville. Mais étant nouveau, ça me permettait de découvrir aussi le pays, de découvrir la province. Donc, voilà, c'est quelque chose que je fais. Donc, l'hydrogéologie physique. Mais il y a aussi voilà, le domaine environnemental, par exemple, où quand il y a des pollutions de nappe d'eau, il faut en prendre soin, ainsi de suite. Donc, beaucoup d'hydrogéologues peuvent s'orienter aussi dans le côté environnemental. Et les géologues en particulier peuvent travailler aussi avec des compagnies de géologues, ou alors créer même leur propre compagnie de forage, ils vont faire des logs. Donc, voilà, quand on fait des forages, ils vont faire des logs, et puis soit se constituer comme consultants eux-mêmes, ou alors comme contractuels, qui peuvent offrir leurs services à d'autres compagnies qui sous-traitent pour des compagnies pétrolières. Donc, en tout cas, à l'époque, quand on arrivait, c'était quand même assez recherché. Les choses ont un peu changé entre-temps parce qu'il y a beaucoup d'automatisation. Il y a des travaux qui se font, qui sont automatisés, ou alors où le log se fait de manière automatique parce qu'on a des logs électroniques qui vont prendre ces données au fur et à mesure qu'on creuse. Et il y a aussi beaucoup de logiciels qui interprètent les essais de pompage. Mais qu'à cela ne tienne, c'est quand même quelque chose qui continue de payer son nom et de nourrir son nom. Ouais. Donc, pour un nouvel arrivant qui a fait géologie, est-ce qu'il a des chances, des opportunités de trouver un emploi, c'est-à-dire dans l'économie actuelle? Bon, disons que des chances, on en a toujours, mais pas autant qu'à l'époque. Parce que je dis qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, il y a beaucoup de choses qui ont été automatisées. À l'époque où on avait besoin de, je sais pas, 10 personnes, peut-être aujourd'hui on a besoin d'une seule personne. Ben, on peut être cette personne-là. Donc les chances, la probabilité n'est plus la même, mais elle existe quand même. D'accord. OK. On va changer de sujet. Hein.
on va d'abord laisser D'accord. l'hydrogéologie. Je sais que c'est très passionnant comme domaine, mais C'est vrai. ici, nous allons vraiment capitaliser sur les 20 ans d'expérience que Guy Hamel a ici au Canada, en Alberta et en Ontario. Alors, Guy Hamel, ta venue au Canada, qu'est-ce qui a motivé ta décision de venir au Canada? Ouais, plusieurs facteurs. Comme je le disais d'abord, le tout premier facteur, c'est le fait que je n'avais plus d'emploi ou retourner au Cameroun. Mais en dehors de cela, à l'époque, quand j'étais encore en Allemagne, il y avait déjà des reportages qui faisaient part des développements des sables bitumineux au Canada, dans l'Alberta, où on parlait des salaires faramineux pour les géologues et autres. Donc tout le monde a un peu, voilà, cet appât de l'attrait vers la ruée vers l'or. À l'époque, c'était pas l'or, mais c'était le pétrole, donc c'était la ruée vers le pétrole. Donc voilà, c'était quand même une opportunité assez alléchante. Donc du fait que je n'avais pas d'emploi au retourner au Cameroun et du fait qu'il y avait des possibilités au potentiel énorme au Canada, ça m'appelait quand même. Donc je me suis lancé à l'eau. J'ai fait mon dossier d'immigration et puis j'ai émigré au Canada comme travailleur qualifié. D'accord. Tu as émigré au Canada il y a beaucoup d'années. Ouais. Est-ce que, je sais que le contexte n'est plus le même. Est-ce que lorsque tu es arrivé au Canada, il y a des choses qui t'ont frappé, que ce soit positivement ou négativement, ou alors est-ce qu'il y a eu des surprises pour toi, que ce soit positivement ou négativement? On va d'abord commencer par des surprises positives. Bon, les surprises positives, il y en a eu beaucoup. Ouais. Dès l'aéroport d'ailleurs, dès que je sors de l'avion, pour la petite histoire, j'avais perdu mes bagages parce que mes bagages sont pas venus avec moi. Ouais. Mais je m'en rends compte plus tard. Donc voilà, au niveau de l'immigration, on va voir les services d'immigration. En 5 minutes, tout s'est fait. Et une fois que j'ai eu les documents dont j'avais besoin pour entrer dans le pays, ça c'était encore à Toronto. Je devais prendre l'avion pour Edmonton. Donc l'agent de l'immigration, il me remet mes papiers et me dit bienvenue au Canada. Ça c'était waouh, genre en Allemagne, on a toujours l'impression qu'on ne veut même pas te voir. Même quand je vais au Cameroun, rarement on va te dire bienvenue au Cameroun. C'était le tout premier contact avec la première personne au Canada, c'était bienvenue. Genre on se sent bienvenu. Là, ça crée déjà un a priori positif. Et une fois donc rendu où je devais vivre au Canada, les gens étaient quand même assez affables, assez accueillants, bienveillants, toujours prêts à aider. Et le contexte aussi à l'époque aidait quand même parce qu'à l'époque, dès l'aéroport, il y avait des plaques qui disaient qu'on cherchait des gens pour travailler. Et donc, hiring. Exactly, now hiring, right? Now un hiring. peu partout. C'est vrai que c'était pas des hydrogéologues qu'on cherchait, mais il y avait quand même de l'emploi. Ça se voyait que c'était un endroit qui boomait, ça se voyait qu'il y avait des gros camions partout, toujours la ville était en ébullition, la province était en ébullition. Donc, ce qui fait que voilà, c'était quand même assez positif. Sur le plan négatif, je dirais même pas que c'est sur le plan négatif, mais je dirais par contre que cette affabilité, voilà, cet accueil, cette facilité que les gens ont de vous approcher, de vous aider, reste quand même encore un peu assez superficielle. Après, ça prend du temps de creuser pour avoir vraiment des relations solides. Les gens vont peut-être vous aider, mais après, ils ont leur sphère personnelle, qui est quelque chose d'assez quand même... c'est un petit choc culturel si on n'est pas habitué, parce que là, on a l'impression que parce que quelqu'un était gentil, c'est déjà notre ami, mais en fait, lui, il est juste gentil. Il n'est pas nécessairement votre ami. Donc, à un moment donné, vous allez voir peut-être qu'il établit une certaine barrière entre vous et vous êtes peut-être surpris. Vous allez, oh, qu'est-ce qui se passe? Hier, il était d'une gentillesse. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il y a ce recul? Donc, c'est à ce moment qu'on apprend vraiment à connaître un peu le terrain, à connaître les habitudes et puis à s'imprégner vraiment du vécu du terrain. Et ça peut être un choc, ça peut être un peu... comment on dit ça en anglais, on dit deceptive. Donc voilà, ça peut nous donner la mauvaise impression. Mais il faut connaître les canons de la société. C'est quelque chose qui prend aussi un peu de temps pour s'y faire. Donc voilà, connaître les canons de la société, je dirais que ça a été un peu plus difficile, apprendre les canons de la société. C'est pas une expérience négative, je dirais, mais c'est un processus d'apprentissage. Ouais. OK. Mais lorsque tu parles des canons de la société, je crois que beaucoup d'immigrants ont peut-être du mal à comprendre ou bien à cerner ce que tu veux dire. Est-ce que tu peux nous donner 2, 3 exemples concrètement? Qu'est-ce qui t'a frappé?
Plusieurs choses. Oui. Euh, Ce que et- tu, et- si tu dois faire la différence entre peut-être le milieu canadien, le milieu africain, le milieu allemand, ouais. c'est quoi la différence qui te frappe quand tu Bon, arrives au Canada? dans le milieu, prenons le milieu allemand, par exemple. Oui. Dans le milieu allemand, les gens sont souvent droits et crus. Mhm. Au Canada, tu peux monter sur les orteils de quelqu'un, c'est lui qui va te demander pardon. Ah, OK. Mais par derrière, c'est lui qui va aller se plaindre que tu es monté sur ses orteils. Ouais. Right? Donc, ça, c'est pas parce que quelqu'un vous a demandé pardon, alors qu'il sait bien que c'est vous qui avez eu tort, que vous croyez que c'est passé. C'est pas passé. Il faut maintenant peut-être se rassurer que c'est vraiment OK. C'est pas parce que oh, pardon, sorry, it's OK. Après, il faudrait peut-être prendre la peine de dire, oh, voilà, je m'excuse, je t'ai pas vu. Est-ce que s'assurer que c'est vraiment OK? Parce que sinon, 2 ou 3 jours plus tard, vous pouvez avoir une plainte, pas forcément au niveau de la justice, quoi, même dans le milieu professionnel. Voilà, on vous convoque un jour, oh, il y a telle chose qui s'est passée. Alors vous êtes surpris. Vous êtes surpris. Donc, il y a beaucoup de petits canons comme ça qu'il faudrait comprendre. Même au niveau de, disons, il y a une anecdote que moi je racontais à mes collègues tout le temps. Un vendredi, quelqu'un va, oh, est-ce que vous voulez venir passer la soirée avec moi le vendredi, machin? Ben, on va dire oui. Mais il va vous inviter. Mais après, dans l'invitation, il dit, bring your own beer. Donc, il faut apporter ta propre boisson. Et la culture du potluck, c'est quelque chose que moi j'ai découvert ici tout à fait, au Canada. Tout à fait. Ouais. Et voilà, au début, j'étais tenté de dire non parce que je leur dis, écoutez, moi, venant du Cameroun, venant de l'Europe, si j'invite des gens, j'apprête tout. J'offre la boisson, j'offre à manger ou alors même s'il n'y a pas à manger. En tout cas, je ne demande pas aux gens d'apporter leur propre boisson ou d'apporter quoi que ce soit. Évidemment, je ne vais rien refuser, mais ce n'est pas quelque chose que j'exige. Or, ici, c'est plus ou moins exigé ou alors c'est plus ou moins attendu. Et culturellement, c'est ça. Et je suis vraiment contente que tu arrives là-dessus. Pourquoi? Parce que lorsqu'on se retrouve dans certains milieux communautaires et qu'on a des nouveaux arrivants qui arrivent, parfois on est un peu gêné. On les regarde de travers, mais peut-être que eux, forcément, ils ne savent pas qu'on attend d'eux qu'ils participent, tu vois. Voilà. Peut-être inconsciemment, ils le font, mais quelque part, ça frustre. C'est vrai. Ceux qui sont là et qui sont déjà intégrés et qui savent que ici, la politesse voudrait que tout à fait, lorsque tu vas chez quelqu'un ou lorsque tu es invité à une manifestation communautaire, que tu ramènes quelque chose. Voilà, que tu participes. Voilà, c'est le même principe que ce soit pour une petite fête ou pour un potluck, pour voilà. Et que tu aides aussi à débarrasser à la fin. Tout à fait, tout à fait. Ouais, c'est vrai. Ouais. Sinon, une certaine froideur va s'installer que tu vas pas comprendre pourquoi est-ce que j'étais ami avec Marie-Agnès, tout se passait bien depuis qu'elle nous a invités à son barbecue, elle a changé d'attitude, mais c'est parce que les gens ici, contrairement à l'Allemagne, ne sont pas assez directs. Les gens attendent que tu comprennes les canons et que tu vives d'après les canons de la société. Exact. Donc, et c'est pour ça que je dis, c'était pas négatif, mais c'est difficile parce qu'on ne te le dit pas. C'est avec le temps que tu le comprends. Oui. Et ce temps peut être plus ou moins long, dépendamment de si on est ouvert. Parce que si on reste quand même dans notre environnement communautaire, ce temps d'adaptation aux canons de la société sera relativement long. Parce qu'on est entre nous, on continue de fonctionner comme on fonctionnait au pays ou en Europe. Et ce temps d'acclimatation prend du temps. Ouais. Or, et ça crée des frustrations parce que vous allez voir des immigrants qui se plaignent d'autres immigrants. Tout à fait. Parce que moi, dernièrement, je regardais une émission où par exemple, c'était une immigrante d'origine indienne qui se plaignait des gens de sa communauté, où elle disait que ceux qui arrivent ne savent pas que lorsqu'on sort, par exemple, d'un bâtiment, on tient la porte au suivant, par exemple. Toi, tu sors, tu laisses la porte, voilà. Et celui qui vient après toi s'attend à ce que tu tiennes et que lui tienne à celui qui vient après. Par exemple. Donc, tout à fait. Donc, tu comprends exactement. Donc, ces petits canons de la société qu'il faudrait apprendre, qu'il faudrait maîtriser, dans lesquels il faudrait naviguer. Quelque chose qui m'a marqué quand j'étais consultant, peut-être parce que je voyageais beaucoup pour mon travail. Ici, à l'époque, il n'y avait pas encore les GPS sur le téléphone. On utilisait les Garmin, mais les Garmin, c'est pas partout que ça va. Donc, il fallait savoir naviguer. Parce qu'ici, c'est les road range. Donc, on a les road range, on a les... J'oublie encore comment ça se passe, mais en fait, c'était les road range. Il fallait apprendre comment naviguer parce que c'était pas des adresses précises. Les Garmin n'arrivaient pas partout. Donc, c'était quand même quelque chose de relativement difficile. Il faut savoir même s'orienter, savoir c'est quoi le nord, c'est quoi le sud.
quand tu es dans un une endroit... ville ou dans un endroit, ouais. Bon, dans la ville encore, ça va, on a des repères. On a, oh, je sais que le centre-ville, c'est là. Oui. Mais quand on est au milieu de nulle part, quand tu dois rencontrer un driller au milieu de nulle part, il va te dire, je suis à, je sais pas moi, telle distance est de, je sais pas, d'un repère peut-être connu, plus ou moins. C'est pas forcément un grand repère. Il va te dire, il y a une station de recharge parce que, par exemple, là, on se déplace beaucoup en avion dans ces endroits. Ils ont ce qu'ils appellent les refuel stations. Il va te dire, à tel refuel station, ou alors tu prends un petit avion qui te laisse là, tu dois prendre ton camion et que tu dois retrouver le gars. Il te dit, je suis à 15 km est de la station de refuel. Voilà, est, c'est où? C'est à gauche, c'est à droite. Ouais. Il faut connaître mais ça s'applique beaucoup plus aux géologues, aux gens de terrain. Oui. Savoir s'orienter, savoir naviguer, ça c'est quelque chose aussi. Bon, ça s'acquiert relativement vite une fois qu'on a maîtrisé, mais ça peut prendre quelques mois. Donc voilà, et ça peut créer des frustrations. Donc voilà, c'est autant de petites choses auxquelles il a fallu s'adapter. Et en milieu de travail. Mais en milieu de travail, là, c'est les conseils, hein, les tips qu'on donne aux nouveaux arrivants pour facilement s'intégrer, la culture, les codes de la société canadienne. S'il y a quelque chose à dire. En milieu de travail, il y a plusieurs choses à dire. Mais ce que je dirais peut-être principalement, c'est s'impliquer. Oui. S'impliquer dans le sens où la société canadienne s'appuie beaucoup sur le bénévolat. Oui. Et en milieu de travail, il y a beaucoup d'initiatives. Il y a toutes sortes d'initiatives. Il y a des collectes d'argent, il y a je sais pas moi, des fabriques de biscuits. Il y a toujours des événements. Et à l'époque, quand on vient d'une société où on n'a pas toujours cette culture de bénévolat, ça nous fatigue. Oui. Pourtant, c'est dans ces endroits que le networking se passe. Oui. C'est dans ces endroits qu'on rencontre souvent des gens qu'on n'aurait pas nécessairement rencontrés, ou même qu'on aurait rencontrés, mais dans un cadre formel, il y a cette barrière. Voilà, peut-être tu es débutant, tu es ingénieur débutant ou bien ingénieur en training, et ça, c'est le VP. Au travail, tu n'as pas accès au VP. Oui. Mais parce que vous avez joué au football ensemble, pendant la mi-temps, vous êtes assis côte à côte, vous causez, il sait déjà qui tu es, et imagine que, ou alors même ton supérieur direct, ou alors maintenant au moment de, je sais pas moi, d'avancer, ou alors qu'il y a une seule position, et que vous êtes tous deux qualifiés. Il va falloir prendre une seule personne. Oui. On va évidemment prendre la personne qui s'implique, la personne qui a voilà, les social skills. Donc, ce sont des petits facteurs qui, au début, n'ont pas l'air importants parce que pour nous, c'est « Ah non, moi, je vais pas aller gaspiller mon samedi à… » Pour nous, c'est comme une perte de temps, une perte d'énergie. Tout à fait. Parfois, on n'est pas habitué à la culture des dons, ce qui est très courant ici parce qu'on n'a pas appris à donner comme ça, voilà, si ce n'est peut-être un membre de notre famille, alors qu'ici, c'est quelque chose qu'on encourage. C'est quelque chose qui fait fonctionner la société. On leur demande ça déjà depuis l'école primaire. Et quand je dis s'impliquer, que ce soit au niveau du travail, même dans l'éducation de ses enfants, très peu d'entre nous sont impliqués dans les conseils scolaires de leurs enfants, par exemple. Oui. Pourtant, quand c'est que tel parent est impliqué dans l'école, on ne traite pas ton enfant comme l'enfant du parent qui ne s'implique pas. Donc, il y a l'implication, que ce soit dans la vie sociale, que ce soit au bureau, que ce soit au niveau de l'éducation des enfants. C'est quelque chose de très important. C'est quelque chose qui permet de bâtir le network. Ici, en anglais, ils disent souvent « It's not about what you know, but it's about who you know ». Donc, ce n'est pas nécessairement ce que tu connais, mais c'est qui tu connais. Bon, c'est vrai que c'est un peu exagéré. Si tu ne connais rien, peu importe qui tu connais, ça va pas aller. C'est ça. Mais la réalité, c'est que ce que tu connais, beaucoup d'autres personnes le connaissent aussi. Right? Il y a des milliers de personnes qui sortent d'écoles d'ingénierie par jour, bien d'autres écoles, qui ont la qualification nécessaire. Et à la fin, pourquoi est-ce qu'on va te prendre au lieu de prendre l'autre? Donc, c'est maintenant, quel est ton network? Et comment est-ce qu'on se bâtit ce network? C'est en s'impliquant. Donc, c'est pas en restant chez soi ou bien c'est pas en étant nécessairement le plus performant parce que beaucoup d'entre nous sont hyper qualifiés, hyper compétents et on se dit que c'est notre compétence qui va nous faire avancer. Ça devrait peut-être être le cas, mais souvent on n'a pas besoin de 100%, on a besoin de 80-20. Right? Donc celui qui performe à 80%, c'est bon tant qu'il a cet aspect social. Donc l'implication… C'est très important au Canada, très important. Tout à fait. Donc moi je dirais au niveau professionnel, l'implication, c'est quelque chose que j'encouragerais. Et la société évoluant, il faut apprendre à parler comme les autres. Quand je dis apprendre à parler comme les autres, c'est pas nécessairement l'accent ou quoi que ce soit, mais la terminologie. Il y a chaque environnement de travail a ses codes langagiers.
Et il faudrait apprendre ces codes langagiers. Dans le milieu fédéral, par exemple, dans le milieu gouvernemental, ils aiment les acronymes. Ils vont voilà, utiliser les acronymes au lieu de dire, quoi, je sais pas moi, management meeting. Ils vont dire MM, par exemple. Right? Il y a plein d'acronymes que les gens aiment. Et quand j'étais consultant, je travaillais beaucoup avec les drillers. Ils ont leur langage. Il faut toujours dire le F-word après chaque phrase. Sinon, et parfois, pour se sentir même aussi membre, il faut... Voilà. Sinon, tu es exclu, hein, tu es carrément à l'écart. Absolument. Oui. Et je me souviens quand je venais de commencer, parce que je supervisais les drillers, et il y a un driller qui m'a dit, tu es trop soft, tu es trop poli. Mais moi, c'est l'anglais que j'avais appris, puisque je suis pas... Voilà. Tu es trop poli, on va pas te respecter ici. Oui. Quand tu parles aux gens, il faut lâcher la F-bombe. Non, moi, je sais pas. Il me dit, il faut apprendre. Je vais te montrer. Il appelle donc l'un de ses assistants. Viens ici, what the F are you doing? Après, quand il s'arrête prochainement, quand tu parles. C'est comme ça que tu dois parler. Voilà. Et il dit que si tu veux, commence par moi, je te donne le droit. Donc voilà, et c'est s'approprier donc le langage de l'environnement de travail, c'est aussi quelque chose d'important. Ça crée aussi ce lien d'appartenance. Donc voilà, c'est un peu quelques deux petits tips que je donnerais par rapport au milieu de travail. S'impliquer et puis s'approprier vraiment voilà, le langage, la communication du milieu environnemental professionnel. Maintenant, une question. Si tu avais un conseil à donner à ton younger self, 20 ans plus tôt, si tu avais à refaire quelque chose, ce serait quoi? Oh là là, ça alors c'est même ça c'est que des questions lourdes parce que voilà, en 20 ans, il y a beaucoup de choses qu'on apprend. Oui. Il y a beaucoup de choses qu'on apprend par l'expérience, il y a beaucoup de choses qui changent et aussi juste par l'âge. Je crois que le conseil que je donnerais au young me ou à tout jeune qui arrive au Canada, c'est de ne pas être prisonnier de son passé. Quand je dis ne pas être prisonnier de son passé, je pense à son environnement natal, son éducation, ainsi de suite. Parce on part d'un certain nombre de paradigmes. On a beau étudier, voilà, on a passé, je sais pas combien d'années, j'ai passé à avoir mes diplômes. On veut nécessairement... Tu sais que nous, on a le culte du diplôme. Voilà. Donc, on aime entendre que je suis ingénieur, absolument. Je suis à l'ordre, je suis à Pega. Absolument. et on veut nécessairement... ça, comment on dit ça? C'est justifié parce qu'on a quand même mis beaucoup de temps à acquérir ces connaissances et on veut en jouir. Au prix de quoi? Voilà. C'est beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail. Voilà, et on n'a pas juste envie de jeter ça comme ça. Donc, on arrive, quand on arrivait ici, un exemple patent, ça prenait une semaine pour avoir une licence d'agent immobilier. Ouais. Et ça nous prenait 3 ans pour faire partie de l'ordre des ingénieurs et des géologues. Ouais. Donc, celui qui, après une semaine, a sa licence, commence déjà à travailler dans les agences immobilières, commence déjà à vendre ses maisons. Au bout d'un an, c'est quelqu'un qui sait déjà plus ou moins faire la main. Nous, on va trimer 3 ans. Ça, c'est 3 ans pour les chanceux. Il y en a qui ont fait plus que ça pour faire partie de l'ordre. Il y en a qui n'ont même jamais été admis dans l'ordre. Donc, c'était aussi un peu aléatoire. Donc, voilà, au bout de 3 ans, pendant les 3 premières années, on est comme engineer in training. Donc, on est apprenti ingénieur, disons apprenti géologue, apprenti, et on reste toujours au niveau débutant. Par contre, celui qui est parti faire une formation en immobilier, au bout de 3 ans, là, il a vendu, je sais pas moi, une trentaine de maisons. L'écart entre lui et toi, c'est le jour et la nuit. Hein. Donc Guy Hamel, laisse-moi un peu le blablabla là. Terre à terre. Je viens d'arriver, j'ai fait mes 5 ans à l'université. Après avoir transpiré pour obtenir mon diplôme, tu me dis quoi? Dès que je mets les pieds au Canada, je jette mon diplôme. Je ne dis pas de brûler les diplômes dès qu'on arrive à l'aéroport. Je dis de ne pas être prisonnier de son passé. Et quand je dis prisonnier de son passé, ça inclut les diplômes et ce qu'on a dans la tête en arrivant. Oui. Right? Parce qu'il y a des gens, je vois surtout sur YouTube ces derniers temps, ou enfin sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens qui se disent qu'on leur a vendu le rêve du Canada, ils arrivent, c'est une toute autre réalité. Oui. C'est peut-être vrai, mais c'est pas nécessairement vrai non plus. Pourquoi? Parce que ce qui était vrai il y a 5 ans, si je raconte mon parcours à quelqu'un, ça c'est quelque chose qui s'est passé il y a plus de 20 ans. Oui. Ça a l'air idéal pour quelqu'un d'autre. Mais plus de 20 ans plus tard, les choses sont différentes. Peut-être en partant du Cameroun, celui qui vient, il connaît juste son frère, son cousin qui est là il y a des lustres. Il croit qu'il va vivre la même expérience, mais c'est pas nécessairement la même expérience. Donc, il faut déjà pouvoir
être capable de sortir de cet environnement, de ce qu'on a dans la tête. Oui. Après, maintenant, il y a une question du mindset. Qu'est-ce qu'on est venu faire au Canada? Est-ce que je suis venu au Canada nécessairement parce que je veux être géologue, parce que je veux être ingénieur, parce que je veux être comptable? Si je peux le faire, tant mieux. Donc, pendant qu'on y est, on cherche. Mais il y a, avec le travail qui devient de plus en plus difficile, c'est plus facile d'être son propre employeur. Donc, on peut se recycler. Il y a des formations de 6 mois, il y a des formations d'1 an ou de 2 qui vous permettent d'apprendre un métier. Je peux penser peut-être à l'électricité, je peux penser à la plomberie. Après ça, on est son propre employeur, on crée sa compagnie. Et moi, je dis, Marie-Agnès, peut-être je n'ai même rien à te dire, mais le jour où tu auras une fuite dans ton évier, déplacer un plombier. Plusieurs fois. Je dis pas payer pour le travail, le déplacer. Il va te demander $150, $200. Tu sais que chez nous, on voit toujours le plombier tel qu'on le voyait au pays, non? Le plombier qui gagne, je sais pas, 10 000. Le plombier pour qu'il garde sa voiture devant toi. Tu es plombier, tu appelles, tu dis au pays que je suis devenu plombier au Canada, mais tu as même honte, entre guillemets, du moins pour ceux, je dis de manière anecdotique, pour ceux qui sont au pays et qui ne savent pas. Et c'est une question de mindset. Oui. Donc voilà, être plombier, il y a pas à rougir. Beaucoup de plombiers vivent mieux que beaucoup d'ingénieurs ou que d'autres professions libérales. Oui. Parce qu'au départ, il est seul. Mais il y a des plombiers, aujourd'hui, quand on les appelle, il faut prendre rendez-vous parce qu'il est tellement booké. Là, il va te dire, si tu veux que je vienne là, c'est comme heure supplémentaire. Au lieu de te taxer $150 pour venir chez toi, il va te dire $300. Ça, c'est sans compter qu'il faudrait arranger le problème. Et souvent, c'est 5 minutes. Après, il va te demander encore $200.